Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Du 15 au 31 janvier se tiennent les élections des chambres d'agriculture. Ces élections, elles ont lieu tous les 6 ans et elles arrivent cette année après les manifestations agricoles, après le vote du Mercosur et après plein d'autres choses qui fait un contexte politique, économique et environnemental assez difficile. Je vous avais déjà parlé dans l'épisode précédent du rôle des chambres d'agriculture et dans celui-là, on va parler un petit peu plus des élections. Actuellement, sur 101 chambres d'agriculture, 97 ont à leur tête la FNSEA. Dans le même temps, les deux autres syndicats agricoles, la Confédération paysanne et la Coordination rurale, ont tous les deux gagné de nouveaux adhérents ces dernières années. Bref, le contexte est chaud. Alors, en quoi ces élections sont importantes ? Et quelles sont les différences de point de vue entre les syndicats ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agriquois. Avant de partir sur les interviews, d'abord juste on va parler de comment se passe une élection pour les chambres d'agriculture. Les agriculteurs votent pour les chambres d'agriculture, mais ils vont élire les élus de leur chambre départementale. Deuxième point, ils votent pour un syndicat et des élus, mais ceux-ci se divisent en 5 collèges en fonction de différents domaines. Donc il y a les salariés du monde agricole, il y a les banques, les coopératives, les mutuelles, bref, il y a tout un ensemble qui fait qu'ils votent pour 5 collèges. En plus de ça, il y a un mode de scrutin proportionnel à prime majoritaire. Oui, ils ont décidé de faire simple. Cela veut dire en fait que celui qui arrive en tête des élections remporte 50% des sièges, plus le reste à la proportionnelle. Ainsi, avec 55% des voix, en 2019, la FNSEA préside 95% des chambres. Donc la FNSEA a eu 55% des voix, il y en avait 21% pour la coordination rurale et 20% pour la confédération paysanne qui du coup sont au final assez peu représentés dans les institutions des chambres d'agriculture. Pour vous donner un exemple, je vous laisse écouter les quelques mots de Xavier Debreuve qui est donc vice-président de la coordination rurale dans l'Yonne. Alors déjà on a un système de vote qui minimise les petits partis. Okay. Donc en gros, nous on est arrivé deuxième et on a 2 voix sur 33 élus. Il faut vraiment une proportionnelle sans cette histoire des 50%. Comme c'était avant, c'est-à-dire que ça a été introduit il y a pas l'élection dernière, l'élection d'avant, il me semble. Avant c'était une proportionnelle, voilà. On avait 20% des voix, on représentait 20% des élus, quoi. Le truc est bouclé de l'intérieur. À tel point que nous, on n'a même pas pu rentrer au bureau de la chambre en étant arrivé. Moi, je pensais au moins que travaillant au sein de la chambre avant et en étant élu et en ayant une représentativité, je pouvais au moins prétendre à une place au bureau de la chambre. Mais même ça, on nous l'a refusé ouvertement en nous disant que de toute façon, le bureau, c'est une liste de 6 personnes. Donc nous, étant que 2, on n'en faisait pas partie, quoi. Bon, vu la galère des élections, si je peux me permettre, pourquoi c'est intéressant en fait d'avoir la chambre d'agriculture ? Pourquoi c'est intéressant d'être élu ? Je vous propose d'écouter cette fois-là la réponse de Vincent Delmas, qui est élu à la chambre d'agriculture pour la Confédération paysanne de la Drôme. Bien sûr, les chambres d'agriculture ont un rôle, parce qu'elles sont un peu l'interlocuteur privilégié de l'État quand même. Donc s'il y avait une majorité de chambres d'agriculture sur telle et telle position, pour des prix garantis par exemple, ça serait fort quoi, au niveau de l'écoute de l'État, quoi. Disons que les syndicats agricoles tirent leur légitimité des élections aux chambres d'agriculture. Pour être un syndicat représentatif, pour siéger dans diverses instances, il faut avoir 10% des voix. Donc pour ça, ces élections sont importantes pour la manière de gérer les chambres d'agriculture, pour le financement des syndicats aussi. C'est directement lié aux résultats des élections aux chambres d'agriculture. Je vois dans la Drôme, on a à peine un plein temps, alors qu'eux, ils sont à 11 ou 13 permanents, quoi, salariés. Donc ça aide. Et oui, pourquoi les syndicats veulent gagner les élections, en quoi c'est intéressant d'avoir une chambre d'agriculture ? Et il y a de l'argent derrière, il y a les subventions pour chaque syndicat. Celui qui gagne les élections peut avoir en fait plus de subventions que les autres. En fait, il y a un fonds alloué au financement des syndicats et 75% va dépendre du nombre de voix
et 25% selon le nombre de sièges. Donc par définition, la FNSEA qui a la majorité des chambres, et par définition, elle est plus financée que les autres syndicats parce qu'elle a remporté les élections. Mais il y a un peu un effet d'entraînement, vous voyez, puisque le scrutin favorise, avec l'affaire des 50% de sièges en fonction du fait que tu es arrivé premier, favorise forcément le nombre de sièges obtenus et donc permet d'avoir plus de financement pour celui qui gagne. Et en plus de ces subventions des syndicats, donc qui sont intéressantes pour les syndicats bien sûr, il y a aussi tout l'enjeu politique qui est la raison numéro 1 personnellement pour laquelle je vous fais cet épisode, c'est-à-dire que le syndicat qui arrive en tête choisit l'orientation politique de la Chambre d'agriculture. Et je vous en parlais dans le premier épisode, il siège dans toutes les commissions. Donc savoir quelle est la direction prise, c'est quand même intéressant, autant en tant qu'agriculteur qu'en tant que consommateur. Et ça, ce lien-là, fort politique, que moi j'ignorais mais complètement, je vous laisse écouter Christian Durlin, qui est donc le président, lui, de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais et qui est élu FNSEA. Une chambre d'agriculture, donc c'est une chambre consulaire qui fonctionne sur la base d'élections. Lorsque ces élections ont lieu, il y a une tendance majoritaire qui se dessine, et donc c'est cette tendance majoritaire qui s'applique dans la politique de la chambre. Et comme le syndicat FNSEA est majoritaire et qu'il a des échanges importants avec les structures d'amont et d'aval, c'est en général cette stratégie-là qui s'applique dans les grandes lignes. Mais je rajouterais quand même que le devoir d'un président de chambre, c'est aussi d'écouter ce qui se dit des autres structures, des autres orientations syndicales, et que c'est important les temps d'échange, en particulier au moment des sessions. Chaque membre élu peut s'exprimer, apporter des contributions. Et donc, pour cet enjeu des subventions et cet enjeu politique, bien sûr, les syndicats sont différents et partagent des valeurs différentes qui sont d'autant plus importantes avec le contexte actuel. Donc je vous laisse écouter les bouts de citations que j'ai mis des différents élus avec qui j'ai échangé. On va commencer, vu que j'ai commencé avant par la coordination rurale et que je tiens à être neutre dans cet épisode, on va commencer cette fois-là par la Confédération paysanne, par exemple. Il y a eu un mai 68 agricole, on va dire, en fin janvier, début février dernier, quelque chose qui s'était jamais vu depuis très longtemps. Et la FNSEA a sifflé la fin de la partie, alors que rien de tangible n'avait été obtenu sur le revenu, quoi. Nous, on pense que c'est la question du revenu qui a fait sortir les paysans et les tracteurs des fermes. Et rien ni les prix garantis, ni un certain protectionnisme n'ont été obtenus, quoi. La FNSEA n'est pas pour les prix garantis parce qu'ils ont aussi souvent dirigeants de grosses coopératives qui ont des vues sur l'exportation, donc ils veulent être bien placés pour pouvoir exporter, etc. Exporter du volume. Nous, on pense qu'il faut plutôt s'orienter sur le marché local, national, quoi. Et il y a plein de secteurs où on est déficitaire et on n'a pas une vocation exportatrice, donc on doit protéger notre agriculture, quoi, au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Maintenant, je vous laisse écouter la FNSEA. Depuis un an, on vit quand même des moments très particuliers, avec une très forte mobilisation des agriculteurs sur beaucoup de sujets. La liste des doléances, elle était importante. Au niveau de la FNSEA, on avait listé 120 points de crispation. Gabriel Attal, à ce moment-là, on en avait retenu 60, pour vous dire que les sujets sont très très nombreux. Et dans nos départements particuliers, on a eu des épisodes particuliers, comme celui des inondations, qui a quand même très fortement marqué, pas que l'agriculture, mais l'agriculture aussi, entre autres. Donc tout ça, ça intervient. Et c'est sûr que dans le débat actuel, il y a les sujets qui sont traités depuis un an dans la rue, remontent à travers la préparation aux élections chambres et la campagne aux élections chambres. Il y a un problème de fond, un problème de forme. Le problème de forme, pour aller sur celui-là, c'est la succession des gouvernements incapables d'aller jusqu'au bout des différentes réformes ou modifications réglementaires qui étaient demandées. En fait, compte que les principales avancées, elles ont été européennes. Ça paraît bizarre, mais ça a été sur l'évolution, la non-obligation de jachère et puis quelques autres sujets concernant l'Ukraine, par exemple, pour essayer de contingenter les importations d'Ukraine. Et sur le fond, on a vraiment l'impression, quelquefois, sur certains sujets, de prendre un pied de biche pour sortir un clou. Enfin, c'est en particulier sur les sujets réglementaires, c'est incroyable l'énergie qu'il faut
dépensé sur ces questions-là pour essayer d'avoir un petit résultat. Même si tout ce qui était prévu passe, hein, il reste quand même des sujets qui ne seront pas traités, donc il restera de l'activité. On va vite reparler de la prochaine PAC aussi. Il y a plein de sujets qui sont en train d'arriver, sur lesquels il y aura des discussions sur l'eau, par exemple, le zéro artificialisation nette. Enfin, tous ces sujets-là sont encore sur la table. Hein, donc, oui, il y aura encore de quoi faire pour les 6 ans qui viennent, ça c'est sûr. Quoi. Et on termine ce tour avec la coordination rurale. Alors pour moi, le dossier principal, c'est l'indépendance des agriculteurs. Clairement, c'est qu'aujourd'hui, on retombe pas sur ce qui s'est fait. C'est-à-dire que ce qu'on a vu en élevage, c'est-à-dire qu'en élevage laitier, ils sont très cadrés par des contrats de vente à des laiteries. Quand la laiterie leur prend plus leur lait, en fait, l'agriculteur, il compte plus, quoi. Ils sont vraiment pieds et mains liés avec leur acheteur. Nous, ça commence en céréales, ça commence avec des contrats de vente, des contrats d'achat. On nous impose un cahier des charges, on nous impose tel et tel produit à mettre dans nos champs. Si on veut pas traiter, on est obligé de passer traiter quand même. Moi, vraiment, le fondement de l'agriculteur, c'est son indépendance, quoi. C'est-à-dire qu'il est maître chez lui, il fait ce qu'il veut chez lui, il fait la production qu'il veut et il la fait comme il l'entend. Alors, je suis conscient qu'il y a des normes européennes et qu'il y aura des normes à respecter. Mais c'est vraiment ça la base du métier d'agriculteur. C'est aujourd'hui être libre de faire les choses en fonction du climat, en fonction de sa perception, en fonction de sa ferme, de son terroir, de choses comme ça. Et s'il veut être maraîcher, il est maraîcher. S'il veut le faire en bio, il le fait en bio, ça ne pose aucun souci. Mais la base, c'est que ce soit lui qui commande et pas les coopératives chez lui. Mais il y a quand même le plan d'alimentation territoriale que personne ne veut faire pour faire des filières locales, régionales, voire départementales ou voire cantonales, avec l'alimentation collective et tout ça. Et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Seulement aujourd'hui, personne ne veut s'y atteler parce que ça vient marcher sur les plates-bandes des filières nationales. Et ça, les chambres font semblant de travailler sur le sujet et nous, quand on en discute avec les collectivités nous disent aujourd'hui, on n'a aucun... ça va faire 4 ans que c'est mis en place, cette affaire, et il n'y a aucun échange là-dessus. Franchement, les dossiers sont super intéressants et les points de vue aussi. Par contre, nous sommes le 30 janvier, je suis complètement à la bourre pour faire cet épisode parce que les élections finissent demain, mais j'ai regardé. Le taux actuellement de participation est de 28%. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est si problématique ? Pourquoi les chambres d'agriculture ne motivent pas plus les foules, d'autant plus avec les enjeux actuels ? Je vous laisse écouter le point de vue de la Confédération paysanne. Dans le milieu agricole, quand même, il y a un certain immobilisme. Il y a aussi, comment dirais-je, c'est un syndicat qui se débrouille comme il a énormément de moyens pour rendre tout un tas de services qui fait que les gens se sentent obligés de voter pour eux. Quand on est élu d'opposition, on a l'impression d'être un peu seul dans la fosse au lion parfois, quoi. Dès qu'on présente une opinion contradictoire sur des sujets sensibles, il faut avoir un caractère bien trempé, quoi. À la Drôme où je suis, le président un FNSEA pur sucre, quoi. Il y a du mal à partager d'autres visions que celles du syndicat sur l'irrigation, par exemple. Dès qu'on émet, il est président de chambre, mais il est aussi président du syndicat d'irrigation, enfin de développer l'irrigation, c'est un dogme, quoi. Dès qu'on parle de partage de l'eau, on sent que ses poils se hérissent, pas seulement lui, hein. Et voici maintenant la coordination rurale. Si on peut faire un gros coup politique, ce serait mieux à mon sens, mais je suis pas sûr que les agriculteurs aient cette volonté. En fait, ils sont un peu éteints, les agriculteurs en ce moment. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ouais, ils sont désabusés. Ils sont là, ils sont désabusés. La plupart déjà, ils sont 50 ans, donc ils se disent de toute façon, c'est mort.
Et on voit que ceux qui bougent, c'est ceux qui ont des fils qui sont derrière ou des choses comme ça et qui se disent faut qu'on se bouge pour nos fils. Mais ceux qui n'ont pas de successeurs, en fait, ils sont éteints. Ils attendent la fin et puis de toute façon, pourvu que ça nous emmène à la retraite et puis basta, quoi. C'est soit on change là et on garde nos 400 000 agriculteurs et on peut faire en sorte de les garder, ou soit on change pas et on passe sur vraiment de l'agro-industrie avec 100 000 agriculteurs, avec des coopératives qui vont reprendre des terres, avec des choses comme ça. Mais c'est clair que si on change pas la donne cette année, dans 5 ans, avec la moitié des agriculteurs qui partent en retraite, ce mouvement-là va s'accélérer extrêmement vite, quoi. Donc dans 6 ans, aux prochaines élections de chambre, ce sera trop tard. Donc pour conclure cet épisode, on voit bien que les élections des chambres d'agriculture de 2025 ne sont pas anodines. Il y a vraiment des enjeux importants au niveau de l'orientation politique prise par les chambres, mais également tout simplement pour les orientations du monde agricole et les conséquences que cela peut avoir pour nous. Alors nous allons voir les résultats. Est-ce que la coordination rurale et la confédération paysanne vont avoir plus de chambres? Est-ce qu'il y aura moins de votes encore que les autres années? Est-ce que les agriculteurs, au contraire, vont se mobiliser aujourd'hui, le 30 janvier, et demain, le 31 janvier, pour voter davantage? Je n'en sais rien du tout. Mais j'avais vraiment hâte de pouvoir vous parler de ce sujet. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode d'Agriquois. Bonne journée!